Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. C'est un incontournable de nos années collège et lycée, les cours de natation. Pour les professionnels, savoir bien nager est un grand facteur d'inclusion pour les enfants. Pourtant, certains élèves boycottent ces cours pour raisons intimes ou religieuses. Alors, comment y remédier? On en parle dans un instant. Les monuments nationaux de France ouvrent leurs portes à l'approche des fêtes de fin d'année. Immersion à travers des contes et histoires. On vous dit tout en deuxième partie d'émission. Enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le grand JT. Cette semaine, on leur a demandé leur rapport à la mode. Mais tout de suite, c'est l'heure de faire un point sur l'actualité éducation avec Quentin Gribel. Bonjour Quentin. Bonjour Virginie. Alors on commence avec Pape Ndiaye qui était ce matin l'invité de nos confrères de France Info. Il en a profité pour faire plusieurs annonces, en commençant par les coupures de courant qui pourraient toucher les établissements scolaires. Oui, il a évoqué les enfants de personnel prioritaire, c'est-à-dire les enfants de soignants, de pompiers ou encore de forces de l'ordre, car en cas de délestage et donc de fermeture des écoles le matin, ces élèves pourront être déposés dans des établissements scolaires situés à proximité d'hôpitaux ou encore de casernes de pompiers par exemple, car leurs secteurs ne seront pas touchés par les coupures de courant. Autre annonce qui n'a rien à voir avec l'énergie cette fois, la carte des établissements classés REP+, en zone prioritaire va être modifiée l'année prochaine. Elle ne l'avait pas été depuis 2015. Cela signifie en clair que certains établissements vont entrer en éducation prioritaire et donc recevoir plus de budget, voire même leur classe doublée. Et d'autres, à contrario, vont sortir de ce dispositif et voir tout simplement ces aménagements supprimés. Après la pilule contraceptive, c'est au tour des préservatifs de devenir gratuits pour les 18-25 ans. C'est une petite révolution de prévention. C'est comme cela qu'Emmanuel Macron a annoncé hier la nouvelle. Les préservatifs seront donc gratuits en pharmacie pour les jeunes de 18 à 25 ans dès le début de l'année prochaine. Pour rappel, certains préservatifs sont déjà remboursés par la Sécurité sociale sur prescription d'un médecin ou d'une sage-femme, et ce depuis 2018. Plus largement, Emmanuel Macron a également annoncé vouloir renforcer l'éducation sexuelle chez les jeunes. Le président s'est également déclaré favorable à la vaccination obligatoire des adolescents contre les infections à papillomavirus si les recommandations scientifiques le permettent. Autre chiffre publié par le ministère de l'Éducation aujourd'hui, celui des atteintes à la laïcité à l'école, et le chiffre est en baisse. En novembre, le ministère de l'Éducation nationale a recensé 353 signalements pour des atteintes à la laïcité. C'est 2 fois moins qu'en octobre, lorsque 720 incidents avaient été signalés. Alors le port de signes et de tenues religieux est toujours le motif principal de ces signalements, devant les provocations verbales et la suspicion de prosélytisme. Toujours d'après les données du ministère, ces atteintes proviennent majoritairement du collège. C'est le cas de 48% d'entre elles, contre 36% au lycée. Face aux conditions de travail dégradées des accompagnants d'élèves en situation de handicap, eh bien, le Sénat a adopté une proposition de loi contre la précarité des fameux AESH, accompagnants en question. C'est ça, c'est une loi en fait qui va permettre donc à ces AESH, mais aussi aux AED, les assistants d'éducation, d'obtenir un emploi en CDI plus rapidement. Concrètement, pour les AESH, par exemple, cela signifie la possibilité de signer un CDI après un seul CDD contre 2 actuellement. Et c'est un changement important quand on connaît la précarité dans laquelle travaillent ces accompagnants. On écoute Marie-Pierre Monnier, la rapporteuse de cette proposition de loi, qui s'exprimait hier devant le Sénat. 80% des AESH exercent dans le cadre d'un CDD contre moins de 20% en CDI. Ensuite, les conditions d'emploi. Seulement 2% des AESH disposent d'un emploi à temps complet. La rémunération mensuelle moyenne d'un AESH n'est que de 850 € net. L'État rémunère donc en dessous du seuil de pauvreté ces professionnels de l'école inclusive. En septembre, 132 000 AESH exerçaient en France pour 430 000 enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire. Merci Quentin. Tout de suite, c'est l'heure de la question du jour et aujourd'hui, on va parler de l'enjeu des cours de natation à l'école. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Vincent Schillinger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'EducaSwim, une plateforme qui permet de simplifier les méthodes d'apprentissage de la natation. Je suis ravie d'en parler. On parle peu souvent de la natation et pourtant c'est si important. Les cours de natation à l'école posent plusieurs
problème, si je peux dire, en tout cas questionnement, débat, sujet, à la fois celui de l'apprentissage et de la manière dont on l'enseigne, et on va en parler ensemble, et bien sûr celui de la nudité ou de l'intimité, et aussi celui de la religion. Donc justement, c'est tous ces thèmes qu'on va aborder ensemble. Revenons à la base, finalement, de l'enseignement de la natation. Quand est-ce que c'est devenu obligatoire à l'école, vous le savez ? Oui, c'est obligatoire depuis 4 ans, enfin à partir de 4 ans, pardon. C'était une volonté de notre ministère des Sports qui était anciennement Roxana Maracineanu qui a voulu instaurer, on va dire, l'aisance aquatique. Donc aujourd'hui, on parle d'aisance aquatique pour inculquer finalement la culture du savoir flotter et c'est dorénavant ouvert à partir de 4 ans. C'est d'accord, ouvert à partir de 4 ans, mais ça fait très longtemps que dans l'éducation nationale, on est obligé de prendre des cours de natation. Oui, tout à fait. Hein. C'est effectif de la grande section maternelle jusqu'à la fin du CM2, donc à partir de 5 ans. Selon les infrastructures dédiées, à partir de la grande section maternelle, il y a une obligation légale pour un enseignant d'emmener sa classe d'élèves pour apprendre à nager, effectivement. Et vous saviez si vos grands-parents, par exemple, avaient des cours de natation à l'école ? C'est une bonne question. Je sais que les piscines n'étaient pas très démocratisées à l'époque, donc pareil pour les clubs de natation, il n'en existait pas beaucoup, donc effectivement les méthodes n'étaient pas les mêmes non plus. Et quand on regarde un petit peu l'historique de comment on apprenait à nager à l'époque, c'est vrai que ça fait un petit peu réagir aujourd'hui. Donc non, je pense pas. Ils ont certainement appris d'eux-mêmes, mais voilà, ma grand-mère par exemple. Avait très peur de mettre la tête sous l'eau et c'est certainement parce que je pense qu'elle n'a jamais eu d'enseignement de la natation approprié lorsqu'elle était jeune. Et alors justement, d'où la création de EducaSwim pour justement aider. Racontez-nous comment vous est venue cette idée. J'imagine vous, en tant que nageur, bien entendu professionnel, vous vous êtes dit, la méthode d'apprentissage, les méthodes d'ailleurs d'apprentissage ne sont pas toujours les bonnes et il faut que je puisse aider en fait à pouvoir, voilà, en créant cette plateforme-là. Voilà, tout à fait. En fait, l'idée est venue depuis le terrain. J'étais en cours de formation, j'encadrais un groupe de 8 nageurs. J'en avais 7 qui étaient très à l'aise dans l'eau, qui arrivaient à flotter, et j'en avais un qui avait peur d'aller dans l'eau. Donc en fait, l'idée c'était de trouver, disons, une manière d'aborder l'apprentissage pour ces 7 enfants qui étaient plus à l'aise et sur l'autre enfant qui avait peur d'aller dans l'eau. Et du coup, j'ai dû constituer 2 séances dans une et je me suis dit à ce moment-là, pourquoi ne pas rendre le processus d'enseignement, la préparation de séances de natation adaptée pour réaliser une pédagogie différenciée sur cette problématique-là. Ouais. Les parents n'ont pas toujours la possibilité, effectivement, d'apprendre à nager à leurs enfants, soit par faute de moyens, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le réflexe. Comme vous le dites, il y a beaucoup de gens qui ne savent toujours pas nager en France et dans le monde. Est-ce que l'école est le lieu pour cela, pour justement apprendre à nager, pour faire ses premiers pas dans l'eau ? Alors c'est une excellente question parce que aujourd'hui, ce que vous avez, c'est vous avez des clubs de natation, des filières associatives, des maîtres nageurs qui sont dans les piscines, qui donnent des leçons particulières. Et c'est vrai que la natation à l'école, c'est quelque chose qui est un peu moins mise en avant. Pourquoi ? Tout simplement parce que les enseignants au sein de l'éducation nationale ont très peu de formation, entre 0 et 3 jours maximum de formation sans pratique. Donc effectivement, le savoir-faire au sein de l'école, le savoir-faire sur l'apprentissage de la natation au sein de l'école n'est pas forcément la plus efficace, d'où le fait de rencontrer justement tout un écosystème avec des clubs de natation. Voilà, nous avons une fédération française de natation qui sont placés comme étant des experts de l'apprentissage de la natation et les maîtres nageurs qui sortent des formations d'État, donc des diplômés d'État au sein des collectivités locales, territoriales, pour donner des leçons particulières parce que ces personnes-là ont le savoir-faire. Alors, il faut justement distinguer apprendre à nager et apprendre à ne pas se noyer. C'est quand même toute la différence. Est-ce que déjà les premiers pas, c'est à ce sujet-là, pour éviter les accidents, tout simplement ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on ne parle plus trop d'apprendre à nager. On parle plus d'apprendre à nager en sécurité. Hein. Aujourd'hui, la nouvelle attestation scolaire s'appelle l'attestation savoir nager en sécurité, la SNS. Et justement, on va plus inculquer cette culture du savoir flotter sans forcément retrouver la notion d'apprentissage, d'apprendre à nager. On n'est pas là à perfectionner les 4 nages, le papillon, le dos, la brasse et le crawl, mais plutôt de rendre la natation
pour un enfant un peu plus sécuritaire pour qu'il puisse se sauver en cas de chute dans l'eau, quoi. Et donc ça, on inculque cette culture-là dans la tête d'un enfant dès le plus jeune âge, lorsque c'est possible. Plus sécuritaire et surtout plus accessible aussi pour toutes les familles, car on le constate malheureusement sur les près de 1500 noyades accidentelles à l'été 2021, par exemple, pour prendre ce chiffre. Ça touche plutôt les enfants de familles défavorisées, vous le constatez à chaque fois ? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup lié à la crise sanitaire du Covid, hein. Il y a eu un apprentissage interrompu auprès d'environ 800 000 élèves en France, ce qui n'est pas rien. Du coup, au cours de cette crise sanitaire, il y a eu une explosion aussi du marché des piscines privées, hein. Il y a beaucoup de particuliers qui ont investi chez eux pour avoir une piscine privée chez eux. Du coup, ce qui accroît énormément le risque d'accident, le risque de noyade accidentelle au sein des foyers. Donc ça, c'est déjà une chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que effectivement, lorsque les piscines ont rouvert à l'été 2021, comme vous l'avez dit, nous avons eu une recrudescence du nombre de noyades accidentelles, toujours, et notamment chez les enfants de moins de 6 ans. Pourquoi Oui, moins de 6 ans, parce qu'on imagine que le Covid, effectivement, a joué un drôle de tour aussi dans cette situation, parce que 2 ans où les piscines municipales, par exemple, ont été fermées, où peu de gens avaient accès finalement à ce type de cours, eh bien, j'imagine que ça crée des catastrophes quelques années plus tard. C'est ça, exactement. Et comme vous l'avez très bien dit, hein, il y a des territoires qui sont carencés, qui n'ont pas d'infrastructure. L'apprentissage de la natation peut se réaliser lorsque c'est possible. Et vous avez des territoires carencés en infrastructure. D'ailleurs, c'est là où est aussi tout l'enjeu du plan aisance aquatique qui a été mis en place avant la crise sanitaire en 2019, justement pour financer le développement d'infrastructures de bassins d'apprentissage. Donc vous retrouvez aussi d'ailleurs maintenant des initiatives comme des camions piscines, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a des camions piscines qui se déplacent dans différentes collectivités ponctuellement, justement pour ramener la piscine auprès d'une école, pour pouvoir justement améliorer la pratique de cette matière sportive au sein de l'éducation nationale. Alors, il y a quelques familles qui ont bien sûr accès à la mer parce qu'elle est près de chez eux, mais la plupart, effectivement, n'ont pas accès. Et donc, aller à la piscine, en l'occurrence, cela a un coût. Cela a un coût non seulement pour se vêtir, hein, pour le maillot de bain, pour le bonnet de bain, les lunettes, etc. Et puis, pour tout simplement franchir les portes d'une piscine municipale, ça a un coût, tout ça. C'est compliqué, c'est un frein pour beaucoup de familles. C'est compliqué, justement, de rendre la piscine accessible, enfin la natation plutôt accessible. Oui, effectivement, vous avez raison, parce que aujourd'hui, maintenant, quand vous voulez aller donner une leçon particulière à votre enfant pour un maître nageur, effectivement, quand vous regardez le tarif, ça peut freiner quelques familles. Pareil pour les clubs de natation. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose à faire au sein de l'école, au sein de la natation scolaire, justement pour redonner un petit peu confiance aux enseignants de l'éducation nationale, qui ont l'obligation d'enseigner la natation avec le peu moyen dont ils disposent. Et à côté de ça, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on intègre des parents, hein. Il y a des parents qui accompagnent les enseignants, qui passent un agrément d'une journée justement pour favoriser la pratique. Donc je pense que ce qui est important, c'est effectivement de favoriser la pratique de la natation lorsque c'est obligatoire, et ça se passe au sein de l'éducation nationale. Vous parlez de la confiance pour les enseignants, il y a aussi la confiance pour les élèves. C'est pas facile, notamment au moment de la puberté, de pouvoir se montrer en maillot de bain. Moi, je l'ai vécu, par exemple. Je me rappelle très bien au collège, je n'aimais pas l'idée de me retrouver en maillot de bain devant mes copains. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de jeunes filles comme de garçons, de se mettre en maillot, de porter un slip aussi. Est-ce qu'il faut quand même respecter le choix de ne pas se montrer, ou est-ce que c'est une situation que tout le monde doit accepter selon vous, le fait de se dénuder et de se mettre tous à l'apprentissage de la natation? Non, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle, hein. Il faut montrer les choses pour permettre justement à ces jeunes de s'accepter. Et je pense que ça passe aussi par la façon dont on va dynamiser les piscines au sein des différentes collectivités. Ce qui est important, effectivement, comme vous le dites, quand on est en âge de la puberté, on se pose beaucoup de questions. Vous et moi, vous le savez très bien. Mais effectivement, après, moi, en tant qu'ancien nageur en compétition, quand j'allais à la piscine avec l'école,
ne serait-ce qu'en école primaire ou au collège, j'étais un petit peu plus à l'aise, surtout au collège. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains jeunes qui peuvent être assez réticents à l'idée de franchir le pas. Mais il faut pas, voilà, il faut vraiment leur inculquer le fait que c'est pour leur sécurité, c'est savoir connaître les gestes de sécurité, la pratique. La pratique est très très importante pour permettre justement de savoir toujours pas nager les 4 nages, mais savoir nager en sécurité et cultiver le savoir flotter. Alors, on vient de parler des plusieurs problèmes que posent les cours de natation, à la fois celui de l'apprentissage, de l'accès tout simplement à ces cours de natation et effectivement à ces piscines municipales, mais aussi celui de la nudité, de l'intimité et aussi celui de la religion. J'aimerais qu'on puisse accueillir ensemble, si vous le voulez bien, Pierre Juston qui est avec nous, qui est doctorant en droit public et spécialiste de la laïcité. Bonjour Pierre. Bonjour, comment allez-vous? Merci bien, merci de nous avoir rejoints sur ce débat très intéressant que sont justement les cours de natation et l'accès à la natation à l'école en particulier. On vient de le dire ensemble avec Vincent Chénier qu'il y a effectivement plusieurs sujets sur la natation. Évidemment, ce problème de nudité qui se pose. Déjà, on va parler ensuite évidemment des tenues spécifiques, mais on l'a vu dans un collège du Bas-Rhin, certains élèves de 4e ont refusé d'assister aux cours de piscine en prétextant des raisons religieuses. Ça a fait la une d'actualité. L'affaire a été traitée au Conseil des sages. Tout d'abord, Pierre, est-ce que vous avez suivi cette affaire précisément? Oui, bien sûr, il y avait un très beau document infrarouge, sauf erreur de ma part, sur France 2 qui relatait un peu cet événement-là. Et on voyait bien d'ailleurs le travail du Conseil des sages, c'était assez intéressant, et aussi les réalités de terrain sur la question de la natation. Alors, vraiment deux points. Moi, je suis très sensible à cette question pour 2 raisons. Déjà, j'étais nageur, alors pas avec le niveau sans doute de Vincent Schillinger, mais c'est une question qui m'est chère. Et puis par ailleurs, quand j'étais assistant d'éducation sur le terrain pour payer mes études de droit, il se trouve que j'accompagnais en tant qu'assistant d'éducation beaucoup de classes à la natation. Et déjà en 2008-2009, c'était à cette époque-là, il y avait une très grosse difficulté. Alors moi je dirais, pour lancer le débat là-dessus, c'est qu'effectivement il faut arriver à faire la différence et la distinction, c'est ça qui est difficile, entre les questions d'adolescents, de pudeur qu'il faut prendre en compte, à mon avis d'ailleurs, qui sont dans la logique de l'éducation, d'accepter son corps, de lutte d'ailleurs contre le harcèlement aussi, parce que ça fait partie des motifs de harcèlement assez récurrents au collège. Et puis de l'autre côté, les questions religieuses, effectivement, où effectivement, un certain nombre de jeunes utilisent les cours de natation pour ne pas y aller et pour manifester leurs convictions religieuses, et puis pour éviter, en tous les cas, quand ils sont manipulés, c'est le sport et l'école toujours qui sont visés, et la natation, c'est un sport éminemment libérateur, émancipateur, et donc évidemment, c'est pour ça que c'est particulièrement visé. Est-ce que vous pensez que le Conseil des sages a rempli justement son rôle dans l'accompagnement des équipes pédagogiques ? Alors c'est difficile, le Conseil des sages, c'est quelques membres, évidemment, ils ne peuvent pas accompagner toutes les équipes pédagogiques, mais je crois qu'ils ont formulé une proposition, notamment sur la question d'une commission d'éducation qui peut déboucher après sur une commission disciplinaire, là où je crois qu'il faut être il faut être à la fois très pédagogique et très ferme. Je pense qu'il faut être très ferme sur l'application des principes. La natation est un cours obligatoire, c'est un cours très important, et il faut absolument que les élèves y soient sensibilisés, qu'il y ait un vrai travail pédagogique et de discussion qui soit fait avec eux, mais être très ferme sur l'application du principe. Je pense qu'il faut un peu plus de fermeté sur ce plan-là, tout en comprenant tous les éléments que j'ai dit tout à l'heure, en nuançant, parce que ça n'a pas toujours de lien avec la question religieuse ou la question de vouloir entraver le bon fonctionnement de l'éducation nationale. Vincent Chénier, quel est votre avis sur la question? Est-ce que vous avez fait face justement à ce type de problème, c'est-à-dire à des enfants qui disent que pour justement des raisons religieuses, et puis aussi d'intimité, mais principalement religieuses, ils ne veulent pas tout simplement se dénuder? Alors pas à ma connaissance, c'est vrai que, alors je rappelle aussi, éducation, effectivement, on est plus orienté vers le premier degré, donc de la grande section maternelle jusqu'à la fin du CM2. Donc effectivement, ces questions qui posent peut-être un problème quand on atteint un âge un peu plus mature. J'ai pas encore été confronté à ce genre de choses, mais après, effectivement, ça peut amener une réflexion sur le fait de rendre des solutions un peu plus inclusives, le fait de faire participer un petit peu plus les élèves, ne serait-ce qu'avant, sur l'avant-cours, sur l'après-cours de natation, peut-être les sensibiliser aussi à ce niveau-là. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi en termes d'inclusion
pour faire participer les élèves à ce niveau-là. Oui. On parle souvent des jeunes filles parce que c'est la première chose qui peut interpeller, mais les garçons aussi. Moi, je me suis toujours posé cette question, et si vous pouvez me répondre, elle est peut-être idiote, mais j'assume. Pourquoi le slip de bain est autorisé et pas le caleçon? Quelle est la différence en termes, je ne sais pas moi, je ne comprends pas, d'hygiène? Expliquez-moi. Vincent Chinière, vous avez une réponse à ce sujet ou pas? C'est une très bonne question. Après, je pense que c'est plus peut-être pour dissocier le loisir du cours de natation à proprement parler. C'est vrai que quand on se baigne au niveau du littoral ou dans les gravières, on a plus tendance à vouloir utiliser un caleçon, un short de bain même. Après, aujourd'hui, vous avez des slips de bain, vous avez des boxers qui arrivent jusqu'au niveau du haut du genou, qui peuvent pallier finalement un petit peu, qui peuvent combler, on va dire, les besoins de certains, parce que en termes d'esthétique, ça peut un peu remplacer le short de bain ou le caleçon. Pierre Juston, si dans ce cas, les caleçons donc, qui pourraient arriver au-dessus du genou sont autorisés ou deviennent autorisés dans toutes les écoles, en l'occurrence publiques, est-ce qu'on pourrait imaginer du coup que le burkini le soit dans toutes les piscines municipales et notamment à l'école? Alors c'est une très bonne question, d'autant plus je me suis beaucoup intéressé dans la polémique du burkini. Effectivement, j'ai une réponse à vous donner d'ailleurs sur la question des matières et des maillots de bain. Merci. En réalité, c'est une question d'hygiène qui est posée par rapport au taux de chlore des piscines. Je ne suis pas non plus un spécialiste, mais j'ai compris que plus il y avait de matière organique qui allait dans la piscine, plus effectivement il y avait un taux de chloramine élevé qui pouvait être dangereux tant pour la santé des baigneurs que pour ceux qui sont autour des bassins. Et donc évidemment ça limite parce qu'il y a l'idée, en tout cas, qu'un short de bain est sans doute potentiellement porté en amont, qu'il a pu être porté avec de la transpiration ou autre, donc, et qui n'est pas forcément lavé. CQFD, dans ce cas, Pierre Juston, vous répondez à ma question par rapport au burkini. Ça voudrait dire que de toute façon, pour l'hygiène, on ne pourrait pas répondre oui au port du burkini. Exactement, et je pense que c'est une vraie question. Alors après, il y a d'autres pays qui ont trouvé d'autres solutions. Par exemple, les pays nordiques qui n'ont pas du tout le même rapport au corps, qui n'ont pas du tout le même rapport à la nudité, à la pudeur. En réalité, certaines piscines municipales, ils déchlorent progressivement. Enfin, il y a évidemment un taux de chlore quand même, voilà, mais qui est très minime. Et par contre, il y a des personnes qui sont là pour vérifier dans les vestiaires que les personnes se douchent bien avec un produit très particulier et que les maillots soient également lavés. C'est-à-dire que les personnes se douchent en nudité pour le coup. Et après, ils peuvent venir effectivement en burkini ou en short ou en petit maillot, peu importe. Et la liberté est assez forte dans ces piscines-là. Mais ça veut dire, et ça induit, avant qu'on soit certain que les maillots de bain soient bien lavés et que les personnes elles-mêmes soient bien lavées. Parce qu'il y a aussi une difficulté d'hygiène qui se pose dans les piscines françaises et aussi dans les groupes pour les élèves. Certains ne vont pas à la douche, pour être très clair. C'est un enjeu majeur, d'ailleurs le président de la République en a parlé, ainsi que le ministre de l'Éducation, que de parler du rapport au corps, de sexualité, de rapport à l'amour à l'école. Et donc ça fait partie aussi de cette éducation de manière générale, de rapport au corps, à la sexualité, que de favoriser justement les cours de natation, ne serait-ce que pour l'aspect sécuritaire, de ne pas justement couler, de ne pas se noyer, mais aussi de pouvoir peut-être retirer tous ces complexes. J'aimerais votre réaction, et ce sera ma dernière question, votre réaction l'un et l'autre. Vincent Chinière. Oui, tout à fait, vous avez raison. Après, effectivement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la chose la plus essentielle, finalement, c'est cultiver les bases de l'aisance aquatique, du savoir nager dès le plus jeune âge. Après, effectivement, vous avez toutes les problématiques sociales qui commencent à apparaître à partir du collège, de la puberté, de la préadolescence, où effectivement, il y a peut-être des choses à faire encore là-dessus. Donc voilà. Et vous, Pierre Juston ? Je suis entièrement d'accord. Je pense que ça va totalement dans la logique de l'apprentissage de son corps, de la sexualité, de ces questions-là qui sont sensibles effectivement pour les élèves. On l'a tous été avant et on a tous vécu ce genre de choses avec plus ou moins de gravité les uns et les autres. Et je pense même que ça peut, en tous les cas, s'il y a une vraie politique de prévention ou d'explication, comme tout à l'heure Vincent Chinière le disait, avant les cours de natation, d'expliquer un petit peu ce que c'est, de casser les mythes, ça permet aussi sans doute de casser beaucoup d'idées reçues de certains élèves et même de lutter contre le harcèlement, parce qu'il y a beaucoup de harcèlement qui se fait en raison des cours de natation. Ça, j'ai pu le voir sur le terrain, justement sur ces questions de puberté, sur ces questions de développement du corps qui ne se fait pas forcément pour tous les élèves au même moment.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce débat très intéressant justement sur les cours de natation qui, j'espère, seront accessibles au plus grand nombre pour éviter justement tous les accidents que l'on voit souvent l'été, mais pas que l'été d'ailleurs. Merci à vous, Vincent Chilinière, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'EducaSwim, une plateforme qui permet de simplifier justement les méthodes d'apprentissage de la natation. Pierre Juston, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle aussi que vous êtes doctorant en droit public et spécialiste de la laïcité. On marque une courte pause dans le Grand JT, on se retrouve tout de suite. Tous les matins, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous propose des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Parents, profs, élèves, élus, Patrice Boisfer vous donne la parole chaque jour dans le MAG pour aborder une thématique clé de l'éducation. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire, c'est une volonté. Chaque jour, faites bouger le monde de l'éducation dans l'école du futur. Avec ses invités, Marjorie Paillon inspire vos enfants et les guide vers les métiers de demain. Le goût de l'effort qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Tous les soirs dans le Grand JT, Virginie Guillaume débriefe de l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera, le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui se confie sur ses souvenirs d'écolier et sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. Je suis ravie d'accueillir Sophie Arfan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à la chef du département des publics pour le Centre des monuments nationaux. Et justement, à l'occasion des fêtes de fin d'année, 44 des monuments nationaux ouvrent leurs portes du 17 décembre au 2 janvier, donc pendant les vacances scolaires. Exactement. Partout en France, hein. On n'est pas que pro-parisien ou pro-marseillais, etc. C'est partout pour émerveiller petits et grands à travers un programme génial qui s'appelle Contes et histoire, tout ça au pluriel. Alors racontez-nous, est-ce que cette programmation, qu'est-ce qu'elle vous réserve en fait? On va y voir quoi? Atelier, spectacle? Tout. Enfin, c'est vraiment l'idée de mettre l'accent sur l'émerveillement, la magie qu'on peut trouver pour les fêtes de fin d'année et de se dire que ça peut être aussi un moment où on a un petit peu plus de temps en famille et pourquoi pas découvrir un monument près de chez soi ou près de notre lieu de vacances, l'endroit où on a retrouvé ses proches, et de passer un moment tous ensemble, donc grands-parents, oncles et tantes, cousins. On va tous ensemble au monument à côté de chez nous et on trouve une programmation adaptée. Adapté aux enfants, adapté à tous et une expérience à partager. Oui, parce que alors, finalement, les monuments nationaux, on peut toujours évidemment les visiter. Hein. On a les audioguides, on a les guides aussi, humains, qui peuvent être là et qui peuvent faire appel. Mais là, c'est un petit peu différent. Ça a été transformé pour la féerie de Noël et pour ces fameux contes. Donc, on va raconter les petites histoires de la grande histoire, c'est ça? Exactement. En fait, toute l'année, on a une programmation pour les familles. C'est vraiment très important pour nous au Centre des monuments nationaux. Mais là, vraiment, on est sur la magie de Noël. Donc, ce sont des spectacles, des balades musicales, des ateliers où on accueille les plus jeunes, donc dès 6 mois, par exemple, au Palais du Tau. Donc là, c'est Reims, 51. On peut venir avec les plus petits parce qu'on sait aussi que les sorties en famille, souvent, il y a toute la fratrie. Donc, il faut trouver aussi des activités qui plaisent au plus grand nombre. Et alors, justement, dès 6 mois, c'est quoi? On va toucher des matières? Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un spectacle, un petit théâtre d'ombre et lumière. Donc, on sait vraiment des choses qui peuvent capter l'attention des plus petits. Et en même temps, il y a une histoire qui peut aussi intéresser les grandes sœurs. Je vais tout de suite poser la question qui fâche, mais en période de restriction, forcément, on parle d'électricité tous les jours, on parle de cette fameuse restriction d'énergie. Comment vous allez faire pour à la fois proposer cette magie de Noël dans ces 44 musées nationaux dans toute la France et en même temps faire un peu attention justement au côté écologique, environnemental?
Ça, après, de toute façon, nous, on est des monuments nationaux, donc le patrimoine, on n'est pas ultra équipé, on ne consomme pas énormément, on fait très attention parce qu'effectivement, la facture s'alourdit comme pour tout le monde. Donc, effectivement, tous les monuments n'accueillent pas les tout petits parce qu'on n'a pas toujours des monuments chauffés, ou en tout cas pas suffisamment pour les plus jeunes. Mais quand vous avez cette proposition, vous savez qu'il fera chaud parce que le Palais du Tau, c'est sous forme de musée. Donc de toute façon, c'est bon. Et puis vous verrez, parfois, quand vous consulterez notre programme, il y a des propositions de chocolat chaud parce qu'on sait qu'il ne va pas faire toujours très chaud dans nos monuments. Donc après, on pourra se réchauffer avec un bon chocolat chaud. Magie de Noël, mais quand même sobriété énergétique. Évidemment. Vous avez cumulé les deux. Alors, balade entre mystère et magie au château de Grammont. Légende du Berry au château de Bourges. Décoration de Noël d'après le bestiaire du cloître de la cathédrale de Fréjus. Enfin, pour les plus téméraires, j'ai vu qu'on pouvait suivre les aventures d'une jeune espionne au château de Bussire à Butin. Ou alors, oserez-vous entendre des contes de Noël aussi étranges qu'angoissants au château de Jossigny? Et c'est génial, c'est-à-dire qu'en fait, là, on en a pour tous les goûts. J'espère, on espère. En tout cas, c'est vraiment l'idée. On ne veut pas une programmation qui est une seule couleur. On essaye de répondre aux demandes des publics. Si les gens viennent régulièrement dans le même monument, que ce soit une programmation différente de l'année précédente. Et justement, les gens, je les invite à consulter tout le programme sur notre site internet parce que vraiment, il y en a pour tous les goûts. Alors, quand on pense monuments nationaux, on pense évidemment architecture, patrimoine, bien sûr, culture de manière générale. La culture, c'est aussi bien la musique que ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent et ce que l'on goûte. Et il y a des visites gourmandes à l'abbaye de Cluny. Je trouve ça super chouette. Et alors, je lis, de la cave au grenier en passant par les jardins, parcourez l'abbaye à la découverte des secrets de l'alimentation des moines. En fait, on s'aperçoit aussi, on le sait depuis longtemps, mais pour intéresser tout le monde, c'est intéressant de solliciter tous les sens. Que tous les sens soient en éveil et pas seulement peut-être la visite guidée un peu que vous avez classique en souvenir, que vous avez pu faire avec votre classe qui vous a un peu ennuyé. Là, c'est l'idée, c'est un moment qu'on partage tous ensemble et si on a de la musique, si on peut goûter des choses, si on peut sentir des choses, tout d'un coup, ça va, être gravé dans votre mémoire et 2, être un moment vraiment convivial. C'est payant, c'est gratuit, c'est quoi? Alors, normalement, c'est avec le billet d'entrée, mais on a de plus en plus fait de réservations en e-billetterie, donc certains monuments font payer l'activité comme une activité classique, un atelier ou un parcours. Oui, parce qu'on parle des ateliers, par exemple, j'ai vu, je crois qu'à la basilique de la cathédrale de Saint-Denis, c'est ça, on peut créer en fait des décorations de Noël, par exemple. Donc ça, c'est un véritable atelier pour les enfants. Pour les enfants et les grands. À chaque fois, c'est l'idée, on le fait tous ensemble. Tous ensemble. Donc, je pourrais, moi, faire une petite boule de Noël, par exemple, pour mon sapin, avec mes enfants. J'allais dire, vous venez avec vos enfants. Oui, bien sûr. Alors, j'ai pas le droit de venir sans enfants. Ce serait un peu c'est étrange. Accepté. Ah, d'accord. Ok, d'accord. L'adaptation, c'est aussi au niveau de l'accessibilité. Qu'avez-vous prévu pour les personnes justement à mobilité réduite? Est-ce qu'il y a eu aussi une adaptation, par exemple, en langage des signes, pour tous ceux qui, effectivement, ont peu l'habitude de pouvoir aller dans ce type d'endroit? Est-ce que vous allez prévoir une accessibilité facile? On essaie, mais c'est vrai que dans nos monuments, on a quand même souvent ce problème que c'était un château du 15e, etc. Donc avec les escaliers, etc., c'est pas toujours accessible. Donc on a souvent des salles d'ateliers pédagogiques qui sont au rez-de-chaussée. Donc par exemple, ils ne pourront pas faire toute la visite, mais rejoindre au moment de la fabrication, de la création, la salle de l'atelier. On a des dispositifs tactiles pour les gens qui sont non-voyants. Et là, cette année, on n'a pas pu le mettre en place, mais dès l'année prochaine, à chaque fois, il y aura une proposition en LSF qu'on développera dans certains de nos monuments. Formidable. Et alors, il y aura des spectacles, j'ai vu, parce que je vois spectacle au pluriel. Racontez-moi ces spectacles. Alors, c'est très variable, mais on a... Alors, spectacle, par exemple, on a un concert gospel au rempart de Carcassonne. Oh, c'est dingue, ça. C'est magnifique. On a les dates ou pas précisément? Faudrait que je regarde. Vous les trouvez sur le site de toute façon. Exactement. Vous retrouvez toute la programmation. Mais c'est assez. Je crois qu'ils font 5 fois, 5 jours, 2 fois dans la journée. C'est 3 jeunes femmes qui s'appellent les Turkey Sisters qui vont faire un concert. Et c'est vraiment l'idée aussi, à chaque fois chez nous, d'essayer d'avoir du spectacle vivant.
c'est de travailler avec les artistes locaux, du territoire, et qu'il y ait aussi des vraies synergies autour de nos monuments. Alors, vous parlez de spectacle vivant et des artistes. Il y a un spectacle de magie qui est prévu à La Rochelle, dans la tour de La Rochelle. Tout à fait. Donc là, c'est un endroit assez magique quand même, les tours de La Rochelle, qui sont vraiment au tout début du port, avec une vue magnifique. Et c'est vraiment, voilà, c'est la chargée des publics dans ce monument qui aime beaucoup. C'est aussi des histoires de goût. Et donc, il y aura un spectacle de magie. Et à chaque fois, l'idée aussi, c'est que ce soit interactif. Donc, le public participera à ce spectacle. Et un théâtre de marionnettes, parce que effectivement, je vois Tour de La Rochelle. Donc le spectacle de magie dont on parle, en l'occurrence là, c'est le 20, 21 et 22 décembre à 16h. Mais les 27, 28 et 29 décembre à 16h, il y aura en attendant Coco, un théâtre de marionnettes. Et on retrouvera aussi des marionnettes de tête au château de Maison-Lafitte. Oui. Donc c'est vraiment, vous voyez, des propositions qu'on retrouve dans différents monuments, mais extrêmement variées. Le but de ces visites, c'est de pouvoir aussi effectivement amener le public, pour ceux qui ont peu l'habitude, vers justement ces fameux monuments nationaux qui ne sont pas toujours visités. C'est effectivement ça. En fait, c'est qu'il y a un peu une mise en lumière de notre programmation et insister en disant la porte est grande ouverte aux familles, n'hésitez pas. N'ayez pas peur, ne craignez pas l'ennui chez vos enfants ou ne craignez pas les questions des enfants pour lesquelles on n'a pas de réponse. Nous, on est là, on vous propose vraiment des activités, on vous propose une médiation. C'est un moment extrêmement agréable et vraiment, on le base aussi sur enfants, parents. Tout le monde vient ensemble et passe un bon moment. Mais alors, tout le monde vient ensemble, c'est super, mais il ne faut pas attendre non plus 2 heures dans le froid. Comment vous allez organiser ça? Il y a beaucoup de e-billetterie aujourd'hui. Vous pouvez réserver... à des heures précises. Exactement, et c'est réservé à l'avance, vous avez l'horaire. Et puis j'insiste quand même aussi beaucoup, il n'y a pas que ça. Si vous arrivez à l'improviste, parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qu'il faut réserver à l'avance, ça devient un peu un casse-tête pour les parents, mais vous pouvez aussi aller sur place. Il y aura on vous redonnera les horaires et vous pourrez acheter votre billet directement sur place. Parce que parlons du musée de la Marine à Paris, qui est un endroit merveilleux, absolument sublime. Là, il va y avoir aussi des propositions qui vont être faites. Tout à fait. L'hôtel de la Marine est maintenant ouvert depuis 18 mois. Et on insiste vraiment sur le fait que c'est un endroit ouvert aux familles, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils ne soient pas impressionnés par les dorures. C'est vraiment fait pour tout le monde. Là, il y aura des visites comptées. Et il y aura tout un spectacle construit autour du voyage de l'obélisque qui est Place de la Concorde, qu'on voit depuis l'hôtel de la Marine. La loggia, tout à fait. Et, parce que je dis le musée, c'est l'hôtel de la Marine. Quand même. Ouais, pareil. non, on confond souvent. Et là, c'est un cadre magique, magnifique. Et vous avez plusieurs propositions également. Ils font, je crois, sur 5 jours de suite. Mais écoutez, formidable. En tout cas, ça donne vraiment envie. Merci beaucoup, Sophie Arfan, de nous parler de ces contes et histoires, contes au pluriel et histoires. Formidable. Donc, qui ont lieu du 17 décembre au 2 janvier, pendant 2 semaines, pour toute la famille. Exactement. Vous avez compris, vous n'avez pas le droit d'aller faire des ateliers de décoration de Noël si vous n'avez pas vos enfants avec vous. Moi, j'ai compris. Hein. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc adjointe à la chef du département des publics pour le Centre des monuments nationaux. Merci d'avoir été Merci à vous pour l'invitation. Comme tous les vendredis, c'est l'heure de donner la parole aux enfants dans le Grand JT. Cette semaine, on leur a demandé leur avis sur la mode. Regardez. Je définirais mon style vestimentaire streetwear. Je m'intéresse beaucoup aux sapes et aux chaussures. Avec mes copains, on va dans Paris pour regarder... on va dans les différents magasins de sneakers pour voir les dernières paires qui sont sorties, ou regarder les modèles qu'on préfère, etc. C'est très important comment je m'habille, parce que je trouve que quand tu t'habilles mal, ça ressort une image de toi sale. Alors quand tu t'habilles bien, ça fait apprêter. Je pique très souvent les affaires de mes frères et sœurs parce que j'aime beaucoup leur style. J'aime bien les regarder, si je peux essayer d'en acheter, même parfois essayer d'en revendre, etc. C'est vraiment tout ce monde-là autour de la mode, etc. C'est un monde que j'adore. J'aimerais bien aller en friperie, mais c'est à Paris, du coup c'est un peu compliqué. Je fais beaucoup de shopping, beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'adore, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sortent que vraiment j'aime pas du tout, et c'est parce que c'est à la mode que je vais les porter, quoi. Pour moi, t'es pas obligé d'avoir de l'argent pour bien t'habiller. Merci à vous tous d'avoir donné votre avis sur la mode, justement, votre regard nous intéresse. On retrouve maintenant Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, son invité est Aria Crescendo.
veux bien, on attaque la dernière partie de l'émission, Allez. qui est très spécifique sur l'école. Ouais. Quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui? Justement, je trouve qu'il y a plein de choses qui devraient être changées. Donc, number one, moi, si j'étais présidente, je te dis, c'est déjà plus d'argent dans l'éducation nationale, hein, parce qu'on voit bien que les profs sont mal payés. Moi, je vois avec ma mère qui est prof et tout ça. Et puis, en plus, ils dépensent de l'argent, feux d'artifice, etc., qui polluent la planète. Et puis, ils ne donnent pas de l'argent pour la nouvelle génération des jeunes qu'on devrait... Tu redistribuerais les budgets? Oui, j'aurais distribué les budgets, ça c'est sûr. Et puis number one ou number two avec les budgets, c'est d'introduire le yoga. Parce que le yoga, ça apprend aux jeunes déjà à respirer, à se recentrer, la confiance en soi, pas avoir peur. C'est quand même des choses essentielles qu'on n'apprend pas à l'école. Oui. Et du coup, je pense que c'est ça qui devrait être la priorité en fait à l'école. Et c'est pas une fois par semaine comme on fait Montessori, c'est tous les jours. Tous les jours le yoga? Mais oui, tu t'arrives à aller à l'école. Enfin, c'est une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure. Tu apprends à respirer, tu te ressentes et après, du coup, tu es moins agité, tu réceptionnes plus les autres matières, donc tu apprends plus vite. Enfin, c'est tellement bénéfique, je ne comprends pas que ce n'est pas encore obligatoire. Hein. Tu sais, par exemple, aux États-Unis, de plus en plus, toutes les écoles, c'est obligatoire maintenant de faire à l'école. Tu sais, Google, par exemple, tous leurs employés, dans le contrat, il y a marqué que tu dois faire du yoga. Parce qu'ils ont remarqué que les gens sont plus productifs, moins stressés. Toi, justement, ton mari, il est américain. Oui. Et du coup, pour tes enfants, comment vous vous mettez d'accord pour la culture, pour l'éducation? Du coup, ils vont à Montessori, donc c'est bilingue. Donc, ils ont une éducatrice américaine et une française, et puis là, les deux. Et pour nous, c'est hyper important. C'est même pas comment on se met d'accord, c'est qu'en fait, nous, je te dis, tous les deux, on est un peu citoyens du monde et on adore voyager, on adore l'Australie, on a envie de vivre un an là-bas, on est un petit peu partout. Et du coup, on a envie que nos enfants aient cette culture-là où ils sont très ouverts d'esprit, où ils apprennent plein de choses, ils rencontrent plein de monde. Parce que je trouve qu'en voyageant, tu prends la confiance en toi, tu rencontres des personnes différentes. Donc lui, ton mari, il porte quel regard sur l'école française? En fait, il trouve que c'est un petit peu négatif par rapport aux US. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il trouve qu'on dit trop de non aux enfants et que c'est pas assez encourageant et qu'on ne leur laisse pas assez la liberté de choisir ce qu'ils ont envie de faire. On leur donne pas assez confiance en eux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on leur apprend... assez ouvert d'esprit. Exact. Et puis on leur apprend pas du tout à travailler en communauté, mais plutôt les séparer pour mieux les diriger. Donc ce qui est pas du tout bien à mon avis. Pour toi, l'école de demain, ça ressemble à quoi? Du yoga en rentrant. Moi, franchement, si j'étais moi la présidente, c'est une heure de yoga le matin, c'est-à-dire les respirations, la méditation, le recentrage, puis le côté physique, où tu as les postures, les machins, dépassement de soi, dépassement de ses peurs, etc. Et puis après, les autres matières, parce qu'attends, finalement, quand tu réfléchis ce que tu as appris à l'école, tu te souviens même plus. Qu'est-ce que tu te souviens de... Ça dépend du professeur, finalement. Ah ouais, tu crois? Moi, j'ai aucun souvenir d'aucune matière, des trucs que je me sers dans la vie de tous les jours. Ce qui me sert dans la vie de tous les jours, c'est vraiment la confiance et mes passions et que j'ai envie d'avoir un métier. Pas assez de matière pratique, en fait, au final. Voilà, c'est ça, tu vois. Et pour choisir un truc qui te fait du bien et où tu n'es pas stressé toute ta vie en allant... Moi, j'ai des avocats ou des gens qu'on a forcés à aller dans cette direction-là, qu'ils n'avaient pas envie et qui ont gâché 10 ans ou 15 ans ou 20 ans de leur vie. Pour finalement changer de métier. Mais oui, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, autant essayer de leur laisser le choix dès le départ, quoi. En fait, forcer les élèves à mieux se connaître. Voilà, parce que je trouve qu'aussi, il y a trop d'agressivité. Maintenant, tu vois, à 10 ans, les enfants, là, ils s'insultent, ils se tapent dessus. C'est quoi cette histoire? Non, mais avec le yoga, tu apprends à te recentrer, à aimer les autres, à faire des câlins, machin. C'est communautaire. Et je trouve que c'est hyper important. Et t'as pas peur des réseaux sociaux pour tes enfants? Toi qui es quand même très connue sur les réseaux. Pas du tout, parce que moi, je trouve que même les gens qui se mettent en privé sur les réseaux, je trouve ça... Enfin, je veux dire que t'as quoi à cacher? Ouais, mais t'as pas peur qu'ils aient des commentaires ou de la comparaison? Non, parce que si t'as confiance en toi, tu ne fais pas attention aux autres qui essaient de te tirer vers le bas, puisqu'on sait bien que quand c'est des haters, comme on dit, ils essayent de projeter leur peur et leur insécurité sur toi. Donc pourquoi est-ce que tu porterais les bagages des autres? Toi, tant que tu sais ce que tu veux faire et que tu es bien dans ta vie et dans ton corps, tout va bien. Moi, il n'y a aucun problème. J'ai pas peur du tout des réseaux sociaux, mais du tout. Et chacun a le droit de dire ce qu'il veut. On a libre opinion. Donc, par contre, je prends pas du tout les commentaires négatifs. Non, mon cerveau, il les enregistre même pas. Si tu veux me dire un truc sympa, tu vois, quand tu me vois, au lieu de me dire ah, t'es fatigué aujourd'hui, t'as une sale tête. Si tu me dis ah, bah, j'aime bien ton t-shirt, bah, je préfère entendre ça. Donc, tu vas réussir à faire le tri le tri mental. Et ça s'apprend aussi. Donc ça, on devrait l'apprendre dans les écoles, tu vois, parce que c'est vrai, on se laisse trop affecter par les opinions des autres. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et c'est pas que sur les réseaux, hein, dans la vie de tous les jours. Oui, les gens, bien sûr, essaient de te décourager. Tous les jours, c'est juste un peu plus fort sur les réseaux. Voilà, un exemple, mon mari, il a 10 ans de moins que moi, d'accord? Donc on s'est mariés à la mairie de Boulogne. Le maire de Boulogne, un vieux schnouk, voilà, moche, mais vraiment, et quand je dis moche, c'est pas que la beauté physique. C'est plus le maire actuel? Non, je sais plus, je crois que c'est une femme maintenant. Mais à l'époque, donc très moche, mais de l'intérieur, tu vois, parce que moi je trouve que la beauté, ça vient de l'âme et de ton énergie, donc très moche. Le gars, il me dit,
vous n'avez pas peur de vous marier avec un gars qui a 10 ans de moins que vous? Parce que vous savez, les femmes vieillissent plus vite. Hein. Tu vois comment sympathique. Tu vois comment il me jette ses peurs? Et j'aurais pu être déprimée qui m'a dit ça. Mais tu vois, pas du tout. J'ai dit, en fait, le gars, il est tellement mal dans sa peau et ça se voit qu'il est tellement pas bien dans sa vie qu'il essaie de projeter ses peurs et ses insécurités sur moi. Donc j'ai dit, je ne prends pas. Je me mets dans ma bulle de positivité. Et tu réponds pas quand c'est comme ça? J'ai dit, bah non, regardez, je suis... hein, vous voyez la différence? Regardez-moi, avec le yoga, c'est la jeunesse éternelle. Je réponds avec une blague ou alors je fais pas attention. C'est pas grave, il faut pas faire attention. On a trop de gens qui nous tirent vers le bas et c'est pas possible ça. Donc en fait, c'est une philosophie que tu voudrais apprendre à l'école. C'est une philosophie de vie, c'est exactement ça. Et on ne devrait pas avoir peur des réseaux parce que maintenant le monde fonctionne comme ça. C'est pas grave, c'est juste il faut être sélectif. Voilà, c'est comme dans la vie. Tu ne vas pas être ami avec des gens que tu n'aimes pas et qui vont te dire des choses négatives. Donc c'est pareil sur les réseaux. Bon, rien, c'est déjà la fin de cette émission. Ah non. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs, enfin d'enfance, de scolarité. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Merci Malika. Et à lundi, allez tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le Zap. La culture, cette défense aussi de l'éducation, c'est quelque chose que vous faites passer à la Wild Code School Academy, notamment en lançant ce consortium avec d'autres écoles de code en Europe, Future Group. Ouais. La culture numérique est extrêmement importante. La culture numérique, ce n'est pas nécessairement utiliser les tablettes du matin au soir. C'est en fait une forme d'agilité de l'esprit. Ouais. C'est savoir effectivement être à l'aise avec l'outil et puis aussi maîtriser les compétences créatives derrière les outils. Donc, ne pas être consommateur des applications, mais être capable d'en créer, être capable d'envisager cette posture de créateur, de producteur, et aussi, donc, savoir que chaque interface, chaque application est construite par quelqu'un. Donc, être souverain, être autonome, c'est déjà avoir cette conscience, développer l'esprit critique vis-à-vis de tout ce qu'on consomme sur le net et, si possible, aller jusqu'à devenir créateur de ces outils. Les coupures de courant quotidiennes de plus de 20 heures, la flambée des prix de l'essence, signifie que de nombreux étudiants, Samine, n'ont ni les moyens d'aller en classe ni étudier à domicile. Dans ces conditions, garder une continuité pédagogique, que ce soit pour les plus grands ou pour les plus petits, c'est tout simplement impossible en ce moment, au Liban. C'est très difficile parce que beaucoup de parents n'ont plus les moyens d'emmener leurs enfants à l'école, puisque le prix de l'essence a été multiplié par des chiffres astronomiques, 600% il me semble. Quand il y a de l'essence de surcroît, j'ai des collègues qui dépensent quasiment la totalité de leur salaire dans leur trajet pour aller à l'école. Donc on imagine la difficulté pour les familles. Et dans ce cas-là, la continuité, elle est faite de petits arrangements au quotidien, de messages sur WhatsApp pour envoyer les devoirs, pour prendre des nouvelles des élèves. Et bien évidemment, les élèves, on les reçoit en classe encore, que ce soit dans le public ou dans le privé. Les écoles les mieux loties peuvent évidemment recourir au numérique, mais tout de même, les élèves sont en classe. Je pense que c'est important de le préciser. Les élèves sont en classe aujourd'hui et il y a des systèmes de ramassage scolaire, des cantines parfois, qui également soulagent financièrement les familles. Donc il y a un désir d'école qui accompagne autant que faire se peut les institutions éducatives. Diala, est-ce que l'on peut parler de survie aujourd'hui? Est-ce que l'école au Liban, aujourd'hui, le système éducatif est en péril? Oui, évidemment. Le système éducatif est un mode survie, bien évidemment, comme vous le dites. Et vous avez déjà relevé le point en parlant de migration du système éducatif privé vers le système éducatif public. Donc, après cette explosion, on a parlé des dégâts sur tout ce qui est infrastructure, mais il faut dire qu'on continue quand même un enseignement en ligne. Et donc, on parle d'une mauvaise connexion Internet, des coupures d'électricité très fréquentes. Et une fois qu'on a pu reprendre en présentiel, il faut dire que, comme déjà expliqué, les classes, les écoles étaient endommagées. Maintenant, est-ce qu'on parle d'une survie? Oui, c'est un système qui a connu des années or,
d'or. Et donc, c'est aussi pour les Libanais le dernier investissement qu'ils peuvent faire après cette crise économique. Je veux bien qu'on reste pour le moment sur la notion de différence qui peut être très importante à poser entre les arts et les arts appliqués. Alors, les arts, dans l'imaginaire collectif, les arts, souvent les beaux-arts. Exactement. Nous, on a l'habitude de dire que les beaux-arts, c'est l'art pour les musées, entre guillemets, mais c'est pas péjoratif. Nous concevons l'art pour tous les jours, pour le quotidien. Et il y a quelqu'un de très important chez nous qui s'appelait Jacques Viennot, qui surtout a voulu mettre l'humain au cœur de ce que l'on concevait en termes d'art. Donc, ça passe par des enseignements. Donc ça passe par des enseignements où systématiquement, en tous les cas, lorsqu'on traite un sujet de design, on considère l'humain, on considère la problématique humaine et ensuite on développe un projet. Mais le design... On ne part pas du besoin technique, on ne part pas je ne sais pas moi, sur une logique de production de valeur, de croissance. Fortiori aujourd'hui, c'est-à-dire que notre grand pays a connu sans doute les meilleurs ingénieurs qui soient, c'était l'ère des ingénieurs, ensuite on a eu l'ère des managers, je crois qu'avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'ère des créateurs qui doit s'imposer, c'est ce que nous essayons l'ère des designers qui doit s'imposer, y compris dans les instances de décision. Différence entre arts et arts appliqués. Deuxième grande différence à laquelle on est confronté quand on réfléchit à ce genre d'études, il y a des écoles publiques d'extrêmement bonne qualité, la vôtre en est une, mais il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde. Il y a une pression croissante, vous l'avez dit vous-même, et donc parfois on peut être tenté de se diriger vers le privé, public-privé, complémentarité, guerre Alors, guerre, je ne pense pas, parce qu'il y a une telle pression que je pense que les écoles n'ont pas besoin de faire de concurrence. Je pense que nos objectifs ne sont pas systématiquement les mêmes. Je soulignerai la spécificité française qui rejoint certaines de nos spécificités culturelles. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir un pays qui a des écoles de haut niveau en design et en métiers d'art gratuites. Donc, dans le cadre de l'enseignement public, par l'Éducation nationale comme par le ministère de la Culture. On peut citer aussi les Arts déco qui font du design. Ou l'École nationale supérieure de création industrielle, ou les ateliers, qui est une école assez formidable. De création assez récente, je crois que 35 ans j'imagine. 35 ans, oui, tout à fait. Donc ce sont aussi des partenaires avec lesquels nous travaillons souvent, avec lesquels nous échangeons. Donc c'est quand même une spécificité nationale. Spécificité nationale parce que, alors si je suis tenté d'aller regarder à l'étranger, éventuellement j'irai en Belgique, où ça coûte pas cher et il y a beaucoup de Français. Mais si je veux aller en Angleterre... la Saint-Martin's de Londres, je pense qu'on est sur un budget qui est supérieur à 30 000 € l'année. Et on y passe 5 ans. Un peu grossier de parler d'argent, voilà. Sur Eindhoven, sur l'Académie de design d'Eindhoven, c'est aussi assez coûteux. C'est pas ces prix-là, mais tout de même. L'ECAL à Genève, c'est pareil. Ce sont de grandes références scolaires à l'étranger, mais qui coûtent excessivement cher. C'est notamment toutes les idées qui sont dans votre livre, les métiers 4.0, qui font notamment référence à cette industrie, l'emploi 4.0, pardon, qui fait référence à ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0, cette industrie numérisée, robotisée, modernisée. Exactement, c'est l'idée. Le livre notamment aborde une dizaine de fiches métiers. J'ai été me baser sur des témoignages de chercheurs, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Et il y a notamment un métier qui est celui d'ambassadeur de la souveraineté numérique, qui du coup colle parfaitement avec le thème d'aujourd'hui. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que quand on est dans une entreprise ou qu'on représente les intérêts d'une entreprise française ou européenne, comment est-ce qu'on défend auprès des lobbies, auprès des pouvoirs publics, auprès d'autres instances, comment est-ce qu'on négocie une position tout en étant conciliant mais ferme sur cette partie de souveraineté. Et c'est pas simple, ça demande de bien maîtriser le droit et ça demande surtout d'avoir beaucoup de discernement sur les données, ce qui s'y passe et les enjeux un peu macro au-dessus de tout ça. Samy Houchon, expliquez-nous, il y a 3 types d'écoles, c'est ça? Publique, privée, gratuite, privée, payante? C'est toujours le cas? Alors oui, c'est ça. Il y a des écoles privées qui plus ou moins avec des frais scolarité qui peuvent aller de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers d'euros. Je ne donnerai pas de nom, mais les plus chers montent à 10 000 €, 10 000 $, voire plus, en tout cas avant crise. Et on a des écoles publiques qui sont intégralement gratuites. Et puis après, on peut distinguer les écoles selon également les réseaux dans lesquels ils s'inscrivent. Donc on a des écoles communautaires locales, on a des écoles privées étrangères, et notamment françaises, anglo-saxonnes, allemandes ou italiennes. Et puis on a des écoles publiques ou dites nationales. Et puis on pourrait ajouter même un autre type d'école, qui sont les écoles de l'UNRWA, donc les écoles pour les réfugiés palestiniens. Donc c'est 65 écoles de souvenirs. Donc on a vraiment un système à plusieurs niveaux, plusieurs étages. Elle est trop contente. Emma, dans l'heure de la récré aujourd'hui, vous nous aidez une fois de plus à faire nos cadeaux de Noël. Vous avez apporté plein de belles choses. J'ai apporté plein de belles choses. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les plus petits, les 4, 5, 6, 7 ans, on va dire. Alors, on commence par le célèbre alphabet mobile Montessori. C'est Montessori, ça. Qui est juste là, voilà, exactement. Hop, donc vos enfants Bienvenue, il y a écrit bienvenue. Bien. Ah, le I. Oh, j'ai perdu le I. Dame Ned.
Bienvenue sur la chaîne de l'éducation. Ça, c'est nous, TV, ça. évidemment. Ouais. Alors, ce cet alphabet mobile, donc c'est pour les enfants qui commencent à déchiffrer quelques lettres, ils veulent apprendre à lire. Et bien avec ce jeu, vos enfants vont pouvoir découvrir la lecture et l'écriture par les sens, comme le préconise la pédagogie Montessori. Vous allez pouvoir proposer un mot à votre enfant et il va apprendre à reconnaître les sons qui composent un mot pour ensuite le réécrire lui-même à l'aide de cet alphabet mobile. Alors le coffret contient 204 lettres, il y a les consonnes en bleu, les voyelles en rose et puis les digrammes, vous voyez, ch, et en vert. Les digrammes, vous savez, c'est 2 lettres qui forment un seul son. Ch. Moi aussi j'ai appris ça en travaillant cette chronique. Donc voilà, il est disponible partout. Vous aviez les digrammes. Oui, bien sûr. Évidemment, attends. Voilà, les digrammes. Donc voilà, vous le Formidable. trouvez très facilement. Deuxième Ensuite, proposition, le jeu des petits jardiniers. Je le montre. mais il vous est allez super. bien aimer ça, je suis C'est sûre, vrai Emmanuel. Je peux Donc à l'ouvrir, partir de 4 ans, allez-y, bien sûr. Génial. Donc, le but, c'est très simple. On doit faire grandir ces plantations pour créer un beau potager. Vous allez peut-être galérer un petit peu quand même. Non, pas du tout. Il y a des cartes avec des outils. Exactement. Il y a Grâce des à cartes des outils, très cartonnées qui permettent de faire pousser, par exemple, une carotte. Vous avez la vie de la carotte, là. Exactement. Voilà. Et on fait ça dans de la terre. Tout à fait. Il faut faire attention parce qu'il y a des petites plantes, Des engrais, des petites pucerons, pardon, je retrouvais des pucerons. des pucerons qui viennent grignoter les prévenir. plantations. Donc il faut faire attention. C'est vraiment un jeu qui reconnecte les enfants à la nature, c'est pour leur apprendre à mieux connaître les fruits et les légumes, et ça peut tout à fait se jouer en famille, hein. Il y a marqué de 5 à 99 ans. C'est du recyclé, ça. Tout à fait, c'est ça le petit plus pour les parents, c'est 100%. Ah, c'est écrit dessus, 100% recyclé. Exactement. Mais c'est écolo en plus. Et fabriqué en France. Madame. Pas mal. Extraordinaire. On continue. Alors ensuite, ça c'est mon préféré. Sympa pour les autres. On a du sable magique. Donc c'est 100% satisfaisant aussi pour les petits comme pour les grands. Donc c'est comme de la pâte à modeler, mais en fait c'est beaucoup plus modulable puisque c'est quand même une texture sable. Donc c'est super fluide et facile à modeler et ça colle pas aux doigts. Donc c'est fantastique, c'est top pour la concentration, pour développer sa créativité, c'est apaisant et ça permet de créer à l'infini. Donc gros coup de cœur pour celui-là. Il est lourd, il y a plein de sable magique dedans, regardez. Je peux ouvrir. Franchement, on m'a dit qu'on ne pouvait pas ouvrir parce que après ça allait. Je viens de me prendre 3 semaines d'acouphènes. On va être dans le sable partout. Voilà. Et les derniers. Génial. Noël. Vous savez bien que j'adore les peluches. Oui, et les chiens. Noël sans peluches, mais comment c'est possible? Ah bah non. Donc, un petit chat et un petit chien appuyés dessus. Montrez à la caméra appuyée. Excellent, viens toi. C'est formidable. Ils sont trop mignons. Voilà, ça c'est la marque. Je garde celui-là. Donc, ah oui, non mais ils sont trop mignons. Je vous l'offre, bien sûr. Voilà donc pour les idées de cadeaux de Noël. Et il y a encore plein de choses qui arrivent dans les prochaines. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Noël? Ouais. Emma, merci beaucoup. Éric Chenal, le grand oral, les études d'arts appliqués, essentiellement d'art un petit peu, mais surtout d'arts appliqués. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On est sur les réseaux sociaux, bien sûr. Vous nous écrivez, on vous répond. Merci à toute l'équipe de School TV. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Elisa Bernardo. Au son, c'est Alex Larochelle. Au maquillage, c'est Laure Audemont, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Vous pouvez nous retrouver canal 247 sur les Freebox et schooltv.com. Excellent week-end à vous. Ciao.